Alors voilà, on va démarrer notre travail sur ces temps de supervision offerts. L'idée étant d'aborder un sujet, un cas d'un des praticiens, d'un d'entre vous. Donc là, Lauriane va amener un cas clinique avec des questions autour de HPI. Et Lauriane va se présenter pour démarrer. Tu amèneras ta question, Lauriane. Tu nous diras ce qui pose question spécifiquement pour toi euh, dans dans ce cas clinique. Et puis, tu présentes ton cas et à partir de là, pendant 5-10 minutes, et puis après, on échange. Et vous savez qu'à distance, vous pouvez poser des questions dans le chat. Donc, vous avez la petite enveloppe sur le côté. Et comme ça, vous nous donnez vos questions, les reprendre. Nadège peut les reprendre. Si j'en loupe quelques-unes, Nadège, tu rapportes tu n'hésites pas à rapporter des questions. Et puis, vous dire aussi qu'on a mis en place aussi Regard Croisé, donc une autre proposition, une autre forme. On essaie de faire varier les formes. Il y avait les supervisions offertes, il y avait les rendez-vous psychopratiques sur des thématiques. Supervision offerte, c'est des temps de supervision, d'analyse des pratiques. Et puis, Regard Croisé, c'est de mettre en croisement deux regards, de deux professionnels. Donc, à chaque fois, j'amène la vision solutionniste expérientielle et puis ou la psychopatho comme la dernière fois et puis on croise avec un autre intervenant et la semaine dernière c'était avec Philippe Chevaux avec qui je vais co-animer un séminaire là qui démarre demain sur l'énéagramme pendant 3 jours. Et ben on a croisé profil énéagramme et psychopathologie. Donc il va y avoir des regards croisés régulièrement et on aura un regard croisé, un prochain regard croisé, notamment avec Marina Blanchard qui a été présente à l'Institut Gregory Bateson et qui a son institut, l'Institut Virage en Belgique, avec qui je travaille régulièrement. Et Marina viendra présenter le modèle systémique avec le 180, avec une forme de mapping particulier, c'est-à-dire de grille de notation. Il y a des points communs avec la TSE, évidemment, mais il y a des grandes différences aussi, donc on regardera ça avec Marina Blanchard. Et puis régulièrement, si vous pensez à des intervenants en particulier, des gens qui ont un modèle spécifique, que ce soit au niveau de la psychopatho, au niveau d'une pathologie en particulier, au niveau d'une approche théorique, au niveau d'un outil spécifique. On pourrait faire un regard croisé EMDR, mosaïque, etc. État du moi, voice dialogue. Bon, si vous pensez à des choses, n'hésitez pas. Si vous pensez à des intervenants que vous connaissez, des gens qui sont compétents dans leur domaine sur un thème, ben, ça peut faire un regard croisé et ça nourrirait tout le monde. Donc, n'hésitez pas à nous proposer ça. Et si vous avez d'autres idées de pistes que vous avez envie qu'on mette en place, eh ben, vous proposez et puis on met ça en œuvre. Voilà, donc on va démarrer. Lauriane, ben, dis-nous quelques mots sur toi, ton parcours, peut-être les caractéristiques aujourd'hui de ton travail, et puis on avance après vers le cas clinique. Ok, bah bonjour à tous et à toutes. Alors moi, je suis psychopraticienne depuis 1 an et demi. Là, j'ai ouvert mon cabinet il y a 1 an et demi, formée exclusivement à Wainside. J'ai fait le parcours de psychopraticien. Je me suis formée à la thérapie mosaïque, à la psychopatho, et puis là, cette année, je vais poursuivre avec la thérapie des états du moi, et puis plus tard, l'éco-psychothérapie. Et avant ça, bah, j'étais éducatrice spécialisée pendant une bonne dizaine d'années. J'ai travaillé en protection d'enfance, dans des foyers d'accueil d'urgence et puis à domicile. Les enfants étaient placés et les ados étaient placés à domicile et moi j'intervenais au domicile des familles. OK. Et dans ce cas clinique, le cas que tu amènes, donc bien sûr qui est anonymé, Lauriane a changé certains éléments, mais qui ne sont pas des éléments signifiants pour notre travail.
mais elle a modifié des données pour que la personne ne puisse pas être repérée. Par rapport à cette situation clinique, quelle est la question? Qu'est-ce qui se pose pour toi? Alors, j'en ai plusieurs. J'ai une vraie question au niveau de la psychopatho. OK. J'ai des questions sur vraiment mon accompagnement au cabinet. Après, ça sera plus clair quand j'en parlerai, mais j'ai moi un problème avec la gestion du temps avec cette personne. Et après, vraiment, ce sera plus des questions sur l'accompagnement, le cœur de l'accompagnement. Et puis, j'ai une question aussi un peu plus large sur les diagnostics HPI, parce qu'il m'arrive parfois de recevoir d'autres personnes pour qui j'ai des doutes, et je me demande à quel moment j'oriente ou j'oriente pas. Enfin voilà, c'est une question peut-être un peu plus large qui sort de ce cas clinique-là. OK, parfait. Propose-nous peut-être ce cas. Ouais. Tu prends le temps de nous décrire ce cas. Et puis, vous commencez à intervenir dans le chat. Et puis, à un moment, on s'arrête. Et puis, on en discute. Ok. Alors, je vais vous parler de cette personne que j'ai appelée Florence, qui a 38 ans. Elle vient me rencontrer depuis à peu près 5 mois et elle vient une fois par semaine. Sa demande de départ, c'était de venir 2 fois par semaine parce qu'elle est, quand elle arrive, elle est en arrêt maladie. Et elle me dit que ça, c'est absolument intenable pour elle, que c'est juste pas possible, qu'il faut que ça avance. Elle est ingénieure dans le domaine de la physique. Et du coup, elle vit très très mal cet arrêt maladie. Alors, il va falloir plusieurs rendez-vous pour dresser la liste de tout ce qui l'amène, parce que j'en reparlerai tout à l'heure, mais elle a une pensée en hyper-arborescence, ce qui fait que chaque séance est très très riche, très très dense, il y a énormément d'infos et elle s'arrête sur des détails, ce qui fait que pour avoir le cœur, il faut prendre beaucoup d'infos et c'est vraiment la question de l'entonnoir pour arriver là où on veut. Donc quand on arrive à faire cette liste, elle me dit beaucoup de choses. Donc elle me dit qu'elle a un niveau d'exigence qui est très très élevé envers elle-même et envers les autres. Et alors au travail notamment, ça se manifeste par elle a une grande colère sur la culture de la non-performance. Ça c'est ses mots. Elle dit qu'elle comprend pas en fait qui est cette non-performance. Elle me dit elle qu'elle s'est jetée à corps perdu dans le travail, qu'elle y a passé beaucoup d'heures et d'énergie, et que là il y a une grosse déception de ce qu'elle y trouve dans ce travail-là. Dans sa vie perso, le niveau d'exigence très élevé, ça se manifeste plutôt sur son besoin de tout faire à outrance. Là aussi, c'est ses mots. Elle me dit que dans sa vie perso, il n'y a pas de loisirs. Elle a déménagé récemment parce qu'elle voulait se rapprocher d'une région dynamique et mettre en place des loisirs. En fait, elle ne le fait pas. Elle me dit, il n'y a pas de motivation. Tout est un peu dur à faire, à se mettre en mouvement. Elle me dit qu'elle n'a pas de confiance, qu'elle se dit régulièrement qu'elle est nulle. Elle remet en question aussi son couple. Elle dit, il n'y a pas de projet commun, on ne sait pas où on va. Elle me dit aussi qu'elle a des difficultés à faire des choix parce qu'elle reste bloquée sur des détails et que ça, c'est un énorme problème pour elle. Elle me prend, par exemple, elle prend l'exemple d'un cadeau qu'on devait lui offrir. On devait lui offrir une poterie. Et alors, pour elle, c'est impossible de faire ce choix. C'est elle qui devait choisir parce qu'elle me dit qu'elle doit prendre tellement de critères en considération, des critères émotionnels, des critères de beauté, en fait, elle prend à la fois ses propres critères, les critères des autres, et qu'en fait, le choix, il devient impossible. Donc ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Elle me dit qu'elle a besoin de tout maîtriser et qu'elle a besoin de maîtriser les autres également, qu'elle a des tocs, qu'elle vit beaucoup dans le regret, avec des j'aurais dû, qu'elle a une difficulté à se séparer des choses, elle stocke beaucoup de choses, elle garde beaucoup de choses en se disant qu'elle pourra en faire quelque chose. Elle dit qu'elle regarde sa vie passer, elle me dit c'est comme si j'étais sur le quai d'une gare. Il y a le train de ma vie qui passe, mais moi je suis sur le quai, je suis pas dans le train. Elle me dit aussi qu'elle a des difficultés avec le cadre et les règles. Pour elle, les grandes valeurs, c'est la liberté, la créativité, l'originalité, et que en fait, pour être libre, créative, originale, alors il faudrait qu'elle soit en dehors de la boîte. Et pour autant, elle a l'impression que tout le cadre, les règles de la vie l'amènent à être dans cette boîte. Et là, elle associe le couple aussi. Elle dit le couple, en fait, je suis dans une boîte, je me sens dans l'obligation de devoir faire des choses et d'être d'une certaine manière.
alors que la liberté, ça serait d'être en dehors de cette boîte et ça voudrait dire qu'il y aurait des conséquences. Elle me dit qu'elle prend tout à cœur, qu'elle est trop engagée, que la solitude est un vrai problème pour elle. Elle me dit qu'en fait, quand elle est seule, elle n'avance pas. Elle n'est pas efficace. Et elle me dit, je suis un animal de troupeau, mais moi, je suis la brebis de tête. Il faut que je guide, en fait, ce troupeau-là. Elle me dit qu'elle a un potentiel qui est utilisé qu'à 20%. Et qu'à l'intérieur d'elle, c'est la fusion. Elle me dit c'est la fusion, c'est le Big Bang. Et quand ses proches parlent d'elle, en fait, ils la nomment avec des termes comme c'est un tsunami, c'est un ouragan, c'est un volcan, c'est un phénomène naturel extrême. Et puis, ce qui l'amène aussi, c'est la fatigue psychique, qu'elle différencie vraiment de la fatigue physique. Elle me dit, je sais que c'est pas une fatigue juste où j'ai besoin de dormir. Elle me dit, je sens que dedans, là, c'est l'épuisement. Voilà, moi ce que j'observe en séance, c'est une personne qui est très à l'aise dans la relation, le lien se fait facilement. Donc clairement, elle a une pensée vraiment en hyper-arborescence. Chaque fois qu'elle aborde quelque chose, il y a un long chemin pour aller jusqu'à la chute. Et ce long chemin, il y a des détails, il y a des choses qui lui font écho, il y a des exemples. Et en fait, ça paraît pas possible qu'elle termine ce qu'elle dit sans dire tout ça. Ce qui fait que tout est très, 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 très long. Tout à l'heure, je parlais des problèmes que j'avais à gérer le temps. Et, les premières séances, c'était impossible de faire une séance de moins de 2 heures. Mais vraiment, je ne savais pas comment faire pour arrêter la séance. Maintenant, c'est un peu mieux, mais c'est quand même encore très long. Ce que j'ai observé aussi, c'est intéressant, je trouve, ça parle assez d'elle, c'est sa prise de notes. Alors, elle venait au début, maintenant, elle ne le fait plus depuis quelques semaines. Elle venait avec des feuilles et un stylo en séance. Elle venait parce qu'elle amenait des choses qu'elle avait notées et qu'elle voulait m'apporter. Mais aussi en séance, elle prend des notes. Donc, je sais pas, je dis quelque chose qui fait un petit écho à l'écrit, s'il y a un mot qui veut l'intéresser à l'écrit. Et sa prise de notes, en fait, c'est même près de $. Elle écrit, elle tourne sa feuille, elle va mettre une astérix, elle va tourner de l'autre côté. C'est un peu un labyrinthe. Et en fait, il y a qu'elle qui peut se lire. Je pense que n'importe qui prend sa feuille, elle ne peut pas se lire. Et ce qui était drôle, c'est que moi, en fait, mes notes, elles étaient un peu à son image aussi. Quand je prenais des notes sur elle, alors il y en avait dans tous les sens. Je devais aussi, moi, écrire sur le côté. Enfin, voilà, c'était assez drôle de voir ça. Ce que j'observe clairement, c'est qu'elle questionne le sens de sa vie, qui pour elle, en fait, est directement lié au fait d'aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est vivre à fond, être dans l'extraordinaire. Et en fait, c'est presque tout l'inverse de la routine. Elle me dit, la routine, c'est la mort. Mettre mon pyjama, c'est une perte de temps, quoi. Mais quand je lui demande si c'est possible, si selon elle, c'est possible de vivre chaque minute de sa vie de manière extraordinaire, à fond, dans l'intensité, elle me dit que oui, parce qu'elle l'a déjà vécu par le passé, qu'elle arrivait à faire de chaque chose de l'extraordinaire. Et que là, c'est plus le cas, et c'est ça qui est vraiment déprimant. En séance, elle me parle souvent aussi de sa famille, donc sa famille proche, ses parents, sa sœur et ses grands-parents. Son père est un modèle pour elle, parce qu'elle me dit, tac, il sait où il va, il y va. Sa mère et sa sœur, c'est très compliqué. Elle voudrait qu'elle soit autrement, mais pas pour qu'elle soit autrement, mais pour qu'elles aillent mieux. Et donc, elle a une attente énorme sur ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle devrait être pour aller mieux. Et quand elle me parle de ses grands-parents, là, pour le coup, elle me dit qu'elle a comme une forme de loyauté qui la restreint. Elle me dit, mes grands-parents, ils étaient comme ça, alors moi, je me dois de... Voilà, juste encore peut-être 2 mots sur les capacités, les ressources que moi j'ai repérées. Alors, il y en a beaucoup, mais on va dire celles que j'ai notées, c'est donc une très grande créativité. Quand je lui donne des tâches à faire, elle revient non pas avec un truc tout simple, mais elle me revient avec elle a fait une création, c'est toujours très créatif et assez extraordinaire en fait ce qu'elle amène. Elle s'intéresse à plein de choses, elle sait faire plein de choses, donc elle peut faire aussi bien des travaux de bricolage, de la maçonnerie, des sports divers et variés, de l'art justement, elle récupère plein de choses, elle les transforme. Donc elle a une vraie appétence pour la nature, pour le sport. Elle a beaucoup d'amis et de groupes d'amis. Évidemment, elle a des capacités cérébrales très développées, si je peux dire ça comme ça. Ce qui fait qu'elle avance très vite en thérapie. En quelques mois, en fait, elle me dit que déjà, il y a des grands changements pour elle. Et chaque chose que je lui fais faire en cabinet ou que je lui fais faire à la maison, sous forme de tâches, alors elle revient la fois d'après en me disant ouais, ça a débloqué des choses, ça fuse tout le temps vraiment très fort.
Elle a une grande sensibilité olfactive, ça c'est une particularité qu'elle a. Par exemple, elle me dit, je peux détecter une panne sur un petit circuit électrique là. S'il y a une panne qui est grillée, un truc est grillé, alors je le détecte avec mon odorat. Du coup, alors juste pour un petit mot sur le côté HPI. Donc en fait, au bout de quelques mois là qu'elle était en cabinet, on a évoqué cette possibilité de peut-être faire des tests. Alors elle me dit qu'elle y avait déjà pensé par le passé, mais qu'elle l'avait jamais fait parce qu'elle avait peur qu'en faisant des tests, on lui enlève ses capacités. On la met sous traitement ou on, on veut la calmer, quoi. Donc elle me dit, moi j'ai surtout peur de ça et tout. Donc on a bien discuté de ça. L'idée étant tout l'inverse. Enfin, en tout cas, je vais donner mon avis, que l'idée c'était plutôt de faire en sorte qu'elle se serve de ça au mieux dans sa vie, que ça soit une aide plutôt que la question c'était pas lui enlever ça. Donc elle l'a fait parce que en fait une fois qu'elle a pris la décision, c'est fait. Donc un mois après, c'était fait. Et donc elle a été diagnostiquée HPI, HPE, avec hyperempathie, hyperesthésie. J'ai pas beaucoup, en fait j'ai pas trop. Elle m'a fait lire le compte rendu, mais elle n'a pas voulu que je le garde ni que je prenne trop de notes parce qu'elle m'a dit c'est la chose la plus intime qu'il existe de moi. Et, pour moi c'est vraiment c'est difficile même de le faire lire. C'était pas simple. Donc j'ai noté quelques mots là qui me revenaient, j'ai pas tout le détail. En tout cas, ce qui ressortait, c'était la question de l'ennui existentiel et aussi la question de la dépression, que elle, ma cliente, elle voit pas comme quelque chose de forcément négatif. Elle m'a fait une association avec la physique que je serais pas capable de vous ressortir, mais elle m'a dit la dépression, voilà, ça peut être quelque chose de vraiment positif, mais par contre, il faudrait pas que ça aille plus bas que ça. Voilà. Peut-être je vais m'arrêter là dans un premier temps. Ben, super. Merci pour ta présentation et tu es vraiment la thérapeute qu'il faut pour Ah ouais. cette personne. C'est super, ça. Elle est chanceuse de t'avoir toi. Alors, la question qui se pose pour moi, ça va être par rapport à ton client. Quelle est ta demande? C'est ce que nous dit un collègue. Quelle est la demande? Pas quelle est ta demande, mais quelle est sa demande? Alors, sa demande, c'est en fait, c'est d'aller de l'avant. Elle, à chaque fois que je lui dis, OK, vers quoi on va? Je veux aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est en fait, quelque part, il y a vraiment trouver le sens de sa vie, en fait. Qu'est-ce qu'elle fout là, en fait, pour le dire vulgairement, qu'est-ce que je fous là et où est-ce que je vais? Alors qu'il y a ce cadre qui m'enferme. Moi, je veux accéder à la liberté. Accéder à la liberté, ça voudrait dire que le risque, c'est que je fasse. Elle me fait ça. Hein, elle me fait. C'est-à-dire que je vire toute ma vie. Et là, OK. tout est libre. Mais elle sait aussi que si elle fait, alors il y a des conséquences. La conséquence, ça pourrait être de divorcer, ça pourrait être de rompre fort des liens avec des personnes, ça pourrait être de partir loin, de prendre des décisions très fortes. Et donc elle veut que ça avance, mais elle veut le faire, elle me dit en intelligence, elle veut pas non plus tout envoyer valser. Et en fait, se dire, et c'est ça qui est intéressant, elle me dit, et je voudrais pas en fait finalement faire ça, c'est cool, mais en même temps, peut-être dans 5 ans, alors il se repasse la même chose dans ma vie. Donc, on dirait avancer, objectif avancé. Clairement, avancer. Ouais. Avancer. Bon, ça nécessitera de préciser, avancer, commencer, mais ça, tu l'as fait. Avancer, c'est quoi avancer pour elle, etc. Ça, c'est la demande. Et toi, tu dirais que ta question par rapport au sujet qui l'amène, au sujet qui t'amène là aujourd'hui, c'est quoi? Bon, alors j'en ai plusieurs, je sais pas par laquelle commencer. Alors, la question de la psychopathie, déjà, j'ai commencé par ça. Ouais. Donc, elle me dit qu'elle a des TOC. On a assez peu ouvert le chapitre des TOC, mais elle m'a quand même expliqué ce qui se passait pour elle. Donc, Ne rentre pas là dans les détails, dis les questions. Donc, il y a ok. les TOC, il y a Les la TOC, dépression. la dépression. Moi, je me pose la question de. C'est une question peut-être un peu bizarre, mais je me demande si en fait on va pas trop vite aussi en thérapie avec elle. Parce que du coup, vu qu'elle est dans ce mouvement-là et qu'il y a quand même cette forme de dépression-là, que moi je perçois aussi, je me dis, est-ce qu'en fait, là, elle m'a dit d'ailleurs, les dernières séances, elle m'a dit, on a relancé la machine et donc il y a plein de choses qui vont beaucoup mieux. Mais maintenant, si la machine devait s'arrêter, j'aurais peur de retomber encore plus bas.
Donc moi, je me questionne sur aussi comment je l'accompagne avec ça. C'est-à-dire, OK, on relance la machine, mais moi, j'ai une forme de prudence aussi de me dire, OK, comment je Ok. l'accompagne en fait, pour que ça soit pas, pour qu'il n'y ait pas justement, oh, chut, alors qu'elle veut pas non plus ça, quoi. Ok. Euh, Et il y a d'autres points? Il y a d'autres points, oui, attends, j'avais écrit des trucs. Ah bah oui, bah, il y a la question du temps en séance qui me pose un vrai problème. Je ne sais pas comment gérer le temps autrement. Si je fais 1 heure de séance avec elle, j'ai l'impression que en fait, en 1 heure, il n'y a rien qui peut se passer. En 1 heure de séance, elle est encore en train de me dire des choses qui l'amènent là. J'arrive pas à reprendre, moi, les choses et à presque lui dire, OK, pas besoin de parler, on y va, quoi. Enfin, elle a trop de choses à amener à chaque fois. Enfin, voilà, je suis pas déjà hyper douée pour la gestion du temps, mais alors là, bon, c'est quelque chose. Et je voulais dire aussi autre chose, je crois. Oui, bah après, sur la question de l'ennui existentiel, en fait, je me dis comment je peux, bah, ça rejoint un peu ce qu'on a dit, mais comment j'accompagne ça, ce besoin-là de tout vivre à 1000 à l'heure. Et je me pose des vraies questions, en fait, je me dis, est-ce qu'en fait, je pense que peut-être il y a des croyances, mais il y a aussi vraiment ce qu'elle ressent, en fait. Si c'est pas à 1000 à l'heure, alors c'est pas vivant dedans et c'est la mort, en fait. Hein. Et comment Ok. j'accompagne ça? Comment je l'aide à accompagner ça? Bon, voilà, mes questions sont peut-être un peu floues, mais Ok. Alors, j'ai noté ça. Il y avait plusieurs questions dans le chat. C'était autour de sa demande à cette dame. Donc, tu l'as précisé. On pourrait encore le préciser. Ça, c'était un premier point. Il y avait des questions, peut-être tu préciseras après, sur à quoi elle ressemble, comment elle est physiquement, son profil, etc. Il y a des questions sur la dépression burn-out. Et il y avait des questions sur est-ce qu'il y a des tests qui ont été passés, combien elle a obtenu au test. Toi, tu te souviens s'il y a une VICE qui a été passée, une VICE R, il y avait euh, un chiffre? non, j'ai pas ça. En fait, j'ai même pas lu ça. Elle m'a fait lire Le le compte-rendu compte final. rendu, mais j'ai pas les détails. Ok, très Ouais. bien. Elle m'a Donc, juste dit, j'ai que des confirmations, je suis hyper tout, quoi. Elle me dit, ça elle m'étonne. est partout. Ok. Mm. Donc, et toi, tu as des questions, surtout psychopatho, et de fait, après, accompagnement. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, elle code très bien, cette dame, pour un profil HPI, c'est-à-dire déjà, même sans faire passer le test, et on a besoin du test, comment on va savoir que la personne est HPI? Parce qu'on va utiliser des outils de mesure psychométrique, et on va faire une VICE, donc l'échelle de Wechsler, qui permet de mesurer des compétences cognitives, mais aussi affectives. On peut travailler la VICE d'un point de vue déjà cognitif, mais aussi émotionnel, affectif. On va avoir des informations. On fait passer cette batterie de tests. Il y a plusieurs sous-tests. On utilise des cubes, on fait faire des similitudes, on va lui proposer de faire des calculs, des suites logiques. Tout ça étant chronométré, on lui donne de nombreuses tâches à réaliser et c'est chronométré. Et ces tests ont été étalonnés, ça veut dire qu'on les a fait passer à un grand nombre de personnes et on sait que quand les gens répondent dans cette durée-là et de cette façon-là à ces questions, à ces exercices qui sont proposés, ben, ça nous dit comment ils se positionnent, ce qui fait on obtient des sous-notes, des notes pour chacun des tests, des sous-tests, et on obtient une note globale ou plusieurs notes, une grande note et puis plusieurs euh, grandes notes qui nous permettent de savoir comment la personne fonctionne. Donc déjà, quand on a HPI, on sait que la personne va avoir des résultats spécifiques dans ses tests, que le chiffre global va être élevé, on sera autour de 130 ou plus de 130, donc à plus de 2 écarts-types de la norme, c'est-à-dire les gens vont être on va dire à 100 points en moyenne, 90, 110, on va dire c'est la moyenne de la population. C'est des gens qui ont un potentiel, des compétences intellectuelles médiane, moyenne. Et là, on va être dans des personnes qui ont de grandes compétences
cognitive et donc intellectuelle, parce qu'il cote 130, donc ça veut dire un sacré fonctionnement intellectuel, une grande rapidité, une compétence à faire des liens entre des éléments complexes, à calculer, à mesurer, à trouver des similitudes, des différences, etc. Donc, le test nous aide et à confirmer. Les tests ont confirmé HPI, mais chez cette personne, on pouvait déjà, à travers tout ce que tu nous as dit, je vais reprendre quelques éléments, on avait déjà des critères qui nous laissaient penser HPI. C'est-à-dire qu'un des points importants, ça va être cette capacité intellectuelle extraordinaire, elle va très vite, elle fait beaucoup de liens, elle a une pensée très rapide, une grande capacité de raisonnement. Ça, c'est ce que tu nous dis, on le voit, tu dis que les gens la décrivent avec fusion, bing bang, volcan dans la tête. Elle va dans l'hyper détail, donc ça va bien aussi avec les personnes HPI, d'aller dans l'hyper détail, une grande curiosité puisque tu nous décris qu'elle aime tout, elle est intéressée par tout, elle peut, et puis elle est efficiente, compétente, que ce soit en art, que ce soit en sport, que ce soit, elle est ingénieure. On peut imaginer qu'en plus, ingénieur avec ou des mathématiques ou de la physique ou des choses très pointues, elle a bien dû réussir sa scolarité. On va avoir comme autre caractéristique que tu nous as dit, au-delà de l'intellectuel, dans l'intellectuel, c'est aussi cette pensée en arborescence. Donc, sa tête, il y a du mapping. Mais c'est un mapping qui est hyper détaillé et elle a le besoin, et peut-être est-elle plus HPI que HPE, elle a le besoin du raisonnement, de la logique, de la compréhension, de cette rigueur-là. Et c'est pour ça peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout du déroulé, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps. Ce qui fait aussi, on le verra plus tard avec la dépression, qu'il y a quelque chose d'épuisant parce que c'est suractif. On pourrait presque imaginer de la bradypsychie, de la tachypsychie, donc une excitation psychique qui est très grande. On a des fois chez ces patients, mais tu n'en as pas parlé, une pensée en arborescence avec des liens qui peuvent être un peu étonnants, des associations qui peuvent être un peu inhabituelles. Dans la population en épidémiologie, c'est des gens qui sont, il y a peu de gens qui sont HPI, c'est-à-dire on a entre 2 et 5% de la population qui est vraiment HPI. Alors qu'aujourd'hui, on n'arrête pas, dès que quelqu'un est un peu vif de la tête, on dit, ah ben ça c'est un HPI. Dès que la personne est un peu agitée, dès qu'elle ne respecte pas trop les règles, on dit, ah ben voilà, sûrement il est HPI. Dès qu'il s'ennuie un peu à l'école, il est HPI. Mais non, HPI, c'est un véritable diagnostic et il faut faire de vraies distinctions. Est-ce que c'est HPI? Est-ce que c'est autre chose? Et on va y revenir parce que dans le cas clinique que tu nous présentes, la piste HPI est là, HPE sûrement, quand même, mais plus HPI pour moi que HPE. Il y a les TOC qui viennent là, et ça déjà, ça va, les TOC et la dépression, et ça déjà, ça va nous donner peut-être des modérations. Il faut qu'on aille un petit peu plus loin là-dedans. Chez les personnes HPI, il y a aussi le grand perfectionnisme. L'idéal, la perfection, tu disais tout à l'heure, la performance, sa vie est menée par une quête de la performance. Donc, on a ça chez les HPI. Et donc, ça peut amener chez certains HPI, et peut-être aujourd'hui elle est un petit peu là-dedans, à de la procrastination, à beaucoup d'anxiété, et peut-être même ça pourrait être à du ralentissement, et ce qui vient faire conflit, parce qu'elle est tiraillée entre ça fonctionne, elle comprend, elle analyse, et puis en même temps, il y a cet épuisement, ce ralentissement, elle en fait plus autant qu'elle en faisait avant. Il y a une grande place de l'intellect chez elle, mais il y a une vraie question, et ça c'est une belle issue, une belle piste, c'est qu'il y a une vraie question sur le sens de la vie. Là où c'est piraté, c'est une chance qu'elle ait cette question sur mais la vie, pour quel sens? Donc ça ouvre parce qu'elle pourrait dire la vie, ça n'est que la résolution de problèmes, ça n'est que le raisonnement. Et ça, ce serait appauvrissement.
Mais là, elle dit la vie, c'est quoi le sens de la vie? Donc ça, c'est intéressant parce que ça va nous donner une porte, une ouverture. La seule chose, c'est qu'elle dit la vie, c'est intéressant, mais si elle est extraordinaire, s'il n'y a pas de routine, si elle est à fond. Donc, on est du côté de l'idéalisation avec le hyper, hyper, hyper. Et puis, il y a une deuxième chose qui fait penser à HPI aussi, c'est le fait que cette personne va peu dans les émotions, c'est-à-dire à peu de connexion, tu disais tout à l'heure, avec les émotions, d'aller sentir ce qui se passe en elle, d'aller focaliser sur son dedans. Et en même temps, on a les éléments de la dépression qui sont là, du ralentissement, peut-être un peu la tristesse, peut-être il y a de la colère, donc il y a quand même de l'émotionnel qui est là. Il y a chez elle sûrement une difficulté à gérer le stress, c'est caractéristique des HPI d'avoir du mal à gérer du stress. Et sous stress, ces personnes vont être trop stimulées et étant trop stimulées, à ce moment-là, oui, c'est la question de Mireille, dépression, burn-out, oui, elles peuvent aller dans une hyperactivité, surtout si l'activité est plaisante, parce que c'est de la recherche, parce que c'est de l'intellect, etc. Et puis, dans les HPI, on va avoir des troubles de l'humeur et là, on a vraiment la question de la dépression et peut-être des troubles anxieux. Là où elle signe bien par rapport au tableau clinique, c'est que cette jeune femme, la tendance chez les HPI peut être l'isolement, le repli, parce que les autres ne fonctionnent pas pareil, ne comprennent pas nécessairement, ne vont pas aussi vite. Et il pourrait y avoir le repli. Et toi, tu nous dis au contraire, elle est une fille qui n'aime pas trop la solitude, qui a beaucoup d'amis, a beaucoup de relations. Donc ça, c'est un bon signe dans son profil. Et on pourra utiliser ça. Et elle décrit son besoin, et ça, c'est intéressant. On a quelque chose de polaire, à la fois son problème de respect des règles. Et ça va bien avec les HPI parce que respect des règles, il faut que les règles soient intelligentes et aient du sens et elles soient pertinentes. Et si elles le sont pas ou ça peut être discuté, ah ben ça il y a tellement de logique, de raisonnement et de, de cohérence intellectuelle que si la règle elle tient pas, alors elle rejette la règle. Et à côté de ça, elle est animal de troupeau, mais quand même brebis de tête. Un besoin, et là on a quelque chose chez les HPI, une fragilité de l'estime de soi, même s'il y a une compétence majeure au niveau intellectuel. Le cœur, il est peu investi. Donc, comme le cœur, il est peu investi, il y a un sentiment d'estime de soi, d'image de soi pas terrible et un besoin que les autres ils viennent confirmer, ils viennent reconnaître sa compétence. Donc, elle a fait le test, ça aurait pu être discuté. Est-ce que c'était nécessaire de faire le test? Pas nécessairement, vu le profil qu'elle nous présente. Ça tombe bien, le chiffre a été bon, a été élevé, venu confirmer la croyance. Donc, c'est bien, ça lui confirme qu'elle est HPI. Ça peut aider pour faire de la psychoéducation, de dire elle est HPI, sûrement aussi HPE. Voilà, pas complètement, parce qu'il n'y a pas ce besoin de recourir à la communication non verbale. La communication, elle est plutôt verbale et elle est dans le raisonnement, elle est dans le chiffrage, elle est dans l'explication. C'est ce qui fait penser qu'elle est plus HPI que HPE. HPE, il aura comme grande caractéristique, même s'il y a une grande sensibilité émotionnelle, mais chez les HPI, on l'a aussi, sauf que chez les HPE, là, elle est exacerbée. L'empathie est majeure, les personnes sont des éponges, il y a une capacité à percevoir presque intuitive, à sentir ce qui se passe au-dedans de l'autre. Donc ça, c'est HPE. Il peut y avoir des réactions émotionnelles très intenses, très rapides chez les HPE. Moi, je l'entends moins. J'entends qu'elle te fascine. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu dis, elle est créative, elle est extraordinaire. D'accord? Donc ça, c'est super. Bien sûr qu'il fallait que ce soit toi qui l'accueille parce que tu la trouves extraordinaire, tu es fasciné par elle. Donc c'est bien. Ça veut dire que tu as du désir pour elle. Et comme tu as du désir, tu la rêves, tu la portes, alors elle va se sentir accompagnée. Et après, elle va vite. Pourtant, toi, tu vas vite dans ta tête. Et là, tu découvres qu'il y a des encore plus vite que toi
Exact. Ben oui, il y a des chiffres plus élevés que les tiens, encore plus élevés que les tiens. Et là, tu te rends compte de cette personne, et comme tu te rends compte que cette personne a ça, tu te dis, mais peut-être ça va trop vite. Alors, c'est juste, peut-être ça va trop vite d'un côté, mais si ça va pas trop vite, elle va lâcher parce qu'elle va s'ennuyer. Donc, bah, il va falloir qu'on en reparle là de trop vite. On va rediscuter de ça. Et on voit bien qu'aussi, c'est pas vraiment HPE parce qu'il n'y a pas l'isolement social. Et dans HPE, il y a vraiment isolement social parce que trop de stimuli émotionnels. Les relations avec les autres et les stimuli, donc ça va déclencher de l'émotion et de l'émotion négative. C'est très douloureux pour les HPE, donc ils ont tendance à s'isoler. Donc, ça fait plus penser à HPI, même s'il y a une grande sensibilité émotionnelle, mais ça va de fait. Quand je vois le cas, peut-être dernier point, et puis après on va échanger avec peut-être avec les collègues, etc. Parce que là, il y a des pistes sur Bénédicte, elle nous dit, mais je vois pas où sont les symptômes dépressifs. Patrice nous dit, ben, qu'est-ce que tu sens quand tu es avec elle? Tout à l'heure, Patrice demandait, c'est quoi son profil physique? À quoi elle ressemble? Est-ce qu'elle est plutôt fine, blanche de peau, plutôt grande, mince, etc. Irène, notre collègue systémicienne, solutionniste expérientielle, elle est ça, Irène. Elle nous dit l'écologie, bien sûr, l'écologie. Ça veut dire quel serait l'inconvénient, et on peut presque l'entendre, l'inconvénient de, de changer, de plus fonctionner comme ça, l'inconvénient que ça avance ou l'inconvénient que ça se ralentisse. Donc, on a des pistes là-dessus. Est-ce qu'il y a vous avez plein de questions. Est-ce qu'il y a des problèmes d'attention? Elle peut s'intégrer dans le groupe, oui. OSTAV2 nous dit, elle s'appelle comme ça, la fille OSTAV2. Et elle dit que c'est plutôt rare, en effet, c'est plutôt rare la difficulté de s'intégrer dans des groupes sociaux chez les HPI, c'est plus HPE. Son motif d'arrêt, arrêt maladie, nous dit Natacha. On a Eric qui rajoute des éléments sur distinction HQI, HPI. Voilà, dans HPI, on a des profils hétérogènes. Je ne suis pas rentré là-dedans, mais il y a des profils hétérogènes à la Weiss. Il y a plus d'homogénéité sinon. L'hyperénergie, Bénédicte nous dit hyperénergie, hyperactivité sont-elles compatibles avec les dépressions? En effet, et on va revenir. Voilà, Fabienne avait aussi répondu. Le burn-out. Bon, par rapport au cas clinique, et puis après, on va ouvrir sur toi aussi tes interventions, peut-être Lauriane, on va préciser. Mais moi, l'élément HPI, c'est OK. On a ça, HPI, HPE, bon, on a des éléments là-dessus. Mais ce n'est pas parce qu'on est HPI, qu'on a ce fonctionnement au niveau cognitif, que ça veut dire que la personne, il n'y a pas de pathologie, ou il n'y a pas de fonctionnement psychopatho. Et ce qui nous laisse aller vers la deuxième hypothèse, les TOC. Alors, tu dis la personne est vraiment, et là, ça fait penser à profil de personnalité obsessionnel ou éléments qui vont faire penser à un trouble obsessionnel compulsif, le contrôle, le tri, la dissociation, je suis sur le quai de la gare, le collectionnisme, je peux rien jeter, le rapport avec l'idéal, la perfection, la méticulosité, la rigidité, d'accord? Les grandes valeurs qui ne peuvent pas être discutées, l'effort au travail, la survalorisation de l'intellectuel. Oui, on a des choses là-dessus. Après, il faudrait voir si elle a des TOC. Comme elle dit, j'ai des TOC, il faudrait qu'elle dise, c'est quoi ces TOC qu'elle a, cette fille? Comment ça se manifeste? Ça veut dire qu'elle a des rituels de lavage, elle a des rituels de comptage, est-ce qu'elle a des rituels autour de la vérification, fermeture des portes? Comment ça se manifeste, ça? En fait, elle me dit que ces TOC, ils sont tout le temps liés à sa sœur, ou presque. Donc, alors, on a assez peu parlé de ça, mais de ce qu'elle m'en a dit, c'est par exemple, quand elle va rentrer dans une pièce,
Elle va dire, par exemple, ma jambe droite, c'est ma sœur, ma jambe gauche, c'est moi. Et donc, elle va choisir quelle jambe elle met en premier, parce que sinon, il pourrait arriver un truc à sa sœur. Elle dit aussi, par exemple, le matin, je suis devant mon placard, je choisis mes habits, et c'est le moment où je dois faire, il faut que je fasse je pense pas qu'elle dit le mot prière, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une pensée pour sa sœur, une pensée positive pour sa sœur dans la journée, parce que si à ce moment-là, elle le fait pas, alors le risque, ce serait qu'il arrive encore quelque chose à sa sœur. C'est ça. Voilà. Et elle me dit, je lui ai demandé de faire l'index de computation quand il y a des TOC. Elle me dit, bah, il y a toujours la peur qui arrive de quelque chose qui pourrait se passer. Et derrière, il faut que je fasse ce que je pense qu'il faut faire. Alors qu'elle dit, je sais que c'est complètement, elle me dit, c'est débile, j'ai honte et tout, c'est nul, mais il faut que je le fasse, sinon j'ai peur qu'il arrive ça. Et les sensations, elle me dit, là, pour le coup, aucune sensation, je vois pas sur le moment. Ça me paraît assez juste dans la case TOC, du coup. Alors, ben bien sûr, ça veut dire que tu nous décris là de la pensée magique, des obsessions, donc une différence, parce que c'est ça, là, il y a un diagnostic différentiel à faire entre TOC et HPI, parce que c'est quand même assez proche, c'est pas si simple à faire, parce qu'on voit des éléments qui sont similaires, l'intellectuel est là, le perfectionnisme est là dans les deux cas, cette grande rigueur, ce besoin de raisonnement, cette coupure de l'affect, de l'émotion, cette recherche de maîtrise. On a de nombreux éléments qui sont similaires dans les deux. Dans un TOC, il y a les obsessions, il y a ces pensées récurrentes et si c'est un TOC, il y a la compulsion, ça veut dire le besoin de réaliser un rituel. On ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose. Donc là, on voit bien, si je rentre, si c'est ma jambe droite, c'est moi, ma gauche, c'est ma sœur. Là, elle, c'est la droite ou la gauche? Ah, je sais plus. Ben, ça, c'est intéressant aussi de savoir ça. Ce sera intéressant pour le travail. Si c'est la droite, je pense que la droite, c'est elle. Si c'est la droite, c'est moi. Si c'est la gauche, c'est ma sœur. Euh, Ça, c'est une obsession. Quand elle dit, il faut que, et là, ma sœur, je dois faire ça parce que sinon, ma sœur, il pourrait lui arriver quelque chose, ou etc. Là, on a les pensées de mort qui arrivent, ou de maladie, ou d'un événement, ou de quelque chose qui pourrait se passer, de pas OK. Et à ce moment-là, il faut faire un rituel. Donc, on a bien obsession, compulsion. Quand on est HPI, la tête, elle y est, mais c'est juste qu'il y a des grandes capacités, des capacités intellectuelles exceptionnelles. Il y a une pensée très rapide. Chez l'obsessionnel, ça pense, mais de façon, comment on dit, en boucle. Ça tourne et ça tourne vite, mais ça tourne vite pas nécessairement brillamment. Mais on peut être un toqué HPI. On peut avoir un haut potentiel intellectuel et présenter des tocs, ce qui facilite pas l'histoire. Dans les TOC, au niveau de la vie quotidienne, la personne fonctionne parfois avec des entraves parce que elle doit réaliser certains comportements, elle ne peut pas faire certaines choses et donc il peut y avoir des atteintes dans la vie, dans le fonctionnement quotidien, les activités quotidiennes, dans le boulot, le professionnel. Chez les HPI, il y a cette pensée qui est très présente, mais il n'y a pas nécessairement l'entrave par rapport à certaines choses. Mais des fois, la pensée qui va trop vite, le trop grand questionnement, le trop grand raisonnement, oui, peut entraver aussi la vie quotidienne. Donc sur ça, c'est plus difficile de travailler sur ça. Après, les prises en charge, et on en reparlera, elles sont très différentes. Dans les TOC, les thérapies cognitivo-comportementales sont pertinentes. Le travail neurobio, que ce soit MDR, mosaïque, il y a plein de choses à faire avec des patients qui ont des TOC. Chez des gens qui ont des HPI, on ne va pas être sur ce versant-là. Quelqu'un qui a un HPI, on va faire du soutien émotionnel, éducatif, gestion du stress, gestion des compétences sociales, gestion des compétences, la façon de traiter l'information. On va l'aider plus à cet endroit-là. Donc, on voit qu'il y a de la proximité. Et là, je pense, dans les éléments que tu nous amènes, les deux sont là présents. Les deux autres éléments qui seraient là, c'est la question de la dépression. Et la dépression, ben, parce que là, il y a un moment d'effondrement. Il
Il y a un moment de ralentissement avec une tentative de lutte contre l'effondrement. Elle veut que ça avance, elle veut que ça avance. Donc, on voit qu'elle est moins efficiente. Elle le dit, elle est plus ralentie. Mais il faut savoir elle est plus ralentie. Elle, c'est un guépard. Donc, c'est un guépard ralenti. Elle ne sera jamais limace. Donc, c'est un guépard qui fait des sprints peut-être 2 millièmes de seconde moins rapides. Sauf que pour elle, c'est comme si elle mettait 1 heure et demie à réaliser une tâche. Son corps y suit plus. Et plus elle va avancer en âge, moins le corps suivra et moins la tête suivra et plus il y aura des tâches si elle a une vie de famille, des enfants, en couple, etc., plus ce sera difficile pour elle et puis qu'il va y avoir aussi des tâches peut-être moins intéressantes et que le corps suivra moins bien. La dernière piste pour moi qui était là, qui dans le diagnostic différentiel, qu'il faudrait qu'on puisse aussi investiguer, c'est la question des addictions. Mais Et du coup, de quoi? non, mais en fait, c'est bien que tu parles de ça parce que alors moi, ça faisait partie de mes questions, ça. En fait, je la retrouve vraiment dans le processus go, 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 j'y vais, ma vie est toujours plus, plus, plus. Oui, ça pourrait faire penser à un profil addict high. Ouais. Mais c'est pas addict high. Parce que elle, ce high qu'elle recherche, c'est un high de valeur. C'est pas un high en termes de sensation. Elle n'est pas dans la recherche de quelque chose, d'une sensation très élevée, elle n'est pas dans la cocaïne, elle n'est pas dans l'anorexie. Ça ne voudrait pas dire qu'elle ne pourrait pas avoir des troubles à un moment des conduites alimentaires. Mais elle n'est pas dans une recherche que dans le corps, ça l'élève comme ça. Elle aime que ça aille vite dans la tête et que ça soit parfait, ça soit excellent, ça soit brillant, ça soit voilà, complet, total. Elle a besoin de sentir. Guillaume? Oui, pardon, ça, le téléphone s'est mis, alors ça, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, je disais, elle est dans la recherche du sens de la vie, la recherche d'un idéal, d'une perfection, et pas la recherche d'une sensation pour gérer des turbulences internes. Et ça me questionne, alors si je peux. En fait, Ouais. j'ai l'impression parfois qu'il y a quand même cette recherche de sensation. Parce que, alors peut-être je confonds un peu, mais par exemple, tu vois, la dernière fois en cabinet, je symbolisais dans le cabinet une passerelle qu'elle allait d'un endroit à un autre, machin, bon bref. Et en fait, elle me dit, non mais moi, je veux pas que la passerelle, elle soit accrochée, je veux que la passerelle, elle pende dans le vide, je veux que ça soit, je veux que sur la passerelle, il y a un tigre en plein milieu. Et du coup, je me dis ça, c'est bien une volonté de sentir quelque chose de fort dedans. Non, quelque chose de pas banal, de pas classique. Toi, tu lui proposes une passerelle, ça a déjà été fait Oui. 150 000 fois, la passerelle. Ennuyeux, ouais. Tu vois, le pont entre deux rives et tout, ça y est, ça a déjà été fait. Rajoutez-moi au moins un tigre du Bengale, un peu rare, puis rajoutez-moi le vide et je sauterai dans le vide et voilà. Mais tu vois, c'est quelque chose comme ça, là, de parfait, d'idéal, de complet, de total, de bien fait. Alors que l'autre il chercherait pas nécessairement le tigre, ce qu'il veut, c'est la peur, la terreur du tigre ou d'être poursuivi par le tigre pour dire cette peur, elle me fait du bien, elle me fait sentiment d'existence. Là, c'est le tableau et doit être un tableau parfait. Et la recherche, elle n'est pas nécessairement dans la recherche du vide. Ok. De se jeter dans le vide. Ça va être fin parce qu'il est vraiment excellent le cas clinique parce que tu vois, ça ouvre sur plein de pistes. HPI et TOC versus TOC. Ben, HPI et TOC, là, on a ça. TOC maintenant, TOC ou HPI addiction, addiction high. Tu as bien vu. Mais il n'y a pas ça, il n'y a pas cette. Tu vois, elle est l'animal. Regarde une différence entre addiction et l'HPI, addiction à HPI. Elle le dit au niveau de la relation à l'autre. Tu nous as donné un critère. Elle a dit elle est un animal du troupeau,
Mais si elle avait dit que ça, si elle avait dit j'aime être un troupeau, un animal du troupeau, on est tous des moutons, ensemble, on est bien ensemble, comme en Écosse, on se met en cercle, tous collés les uns aux autres, ça fait doux, ça fait chaud, on sait plus s'il y a plusieurs moutons ou on n'est qu'un seul mouton, qu'une seule laine. Ça, ce serait très addict. D'accord? Mais là, c'est pas ça. Là, elle te dit animal du troupeau. Moi, je suis la brebis de tête. Elle cherche toujours quand même à elle, à être au-dessus, à être là, à avoir cette reconnaissance. Elle a besoin, elle veut bien accepter d'être avec les autres dans le sens HPE, elle est moins là-dedans et plus le côté HPI est là. Mais elle a quand même besoin toujours d'être au-dessus, différente, unique, exceptionnelle, spécifique. En sens, ça ferait penser un peu dans l'énéagramme, mais à 4, avec cette recherche de l'unique, de l'élu, du vu, ce qui pourrait laisser penser à des éléments histrioniques. Mais il n'y a pas ça parce qu'il n'y a pas les somatisations, il n'y a pas l'émotionnel, il n'y a pas la dramatisation, il n'y a pas le jeu de séduction. Il y a de la fascination. Elle te montre comment elle pense, elle te montre comment elle traite les infos, elle te montre sa multitude d'activités. C'est fascinant. Elle est fascinante par sa brillance. Mais c'est pas l'hystérie. C'est pour ça que le cas est beau parce que ça nous fait penser à plein de choses et c'est parce qu'on va rentrer finement dans chacun des éléments qu'on va affiner notre diagnostic. Et là, quand bien même, moi, j'amènerais plutôt avec les éléments que tu as donnés, HPI, TOC, la place centrale du perfectionnisme, de l'idéalisation, du sens de la vie, donc d'une mission élevée, d'un service grand, mais le service, il est plus tête que cœur. La dépression qui arrive là, c'est parce que atteindre cet ultime, ce parfait, ce 20 sur 20, quand elle est qu'à 19,97, c'est comme si elle était à 8 ou 9 ou à 12 ou ça fait ça. Et c'est là qu'on a les éléments dépressifs parce que la vie l'amène à faire qu'on ne peut pas être tout le temps à 19,98, bah, des fois on est à 17. Oui, mais même si elle est à 17, pouf, c'est égal à un 11-12. C'est terrible pour elle. C'est une dévalorisation et même c'est somatique. C'est un vécu somatique d'effondrement, de déchets, de rien, de valoir rien. Elle se sent limace alors elle est lynx ou puma. Et la vie va l'amener, de toute façon, le rythme, la vie, l'âge et tout ça, les activités vont l'amener à vivre souvent ça. Et ça, c'est insupportable. Et c'est là que le travail thérapeutique devrait être fait. Parce il y a une réalité, une confrontation avec le réel de la vie qui fait que vivant ça, il va falloir qu'elle fasse avec, qu'elle puisse apprendre à supporter ça. Et puis, il y a plein de moments où elle pourra faire ça, investir ça par l'art, par la nature. On a des pistes, des solutions. Mais que ça, il faut qu'à un moment, elle le reconnaisse, qu'elle puisse l'apprivoiser, le tolérer parce qu'elle le vivra. Et qu'aujourd'hui, elle le refuse et elle lutte contre cette dépression, c'est-à-dire contre ce ralentissement, cet effondrement. Bien sûr qu'elle n'est pas au fond du lit, elle ne sait pas, je me lave plus, je mange plus, je fais plus rien et tout ça. Mais pour elle, il y a quelque chose de ça. C'est dans ce sens, Bénédicte, dépression. Et elle lutte contre la dépression en étant hyper agitée, hyper active. Fabienne, marque-nous dans le chat ta question ou de la piste d'intervention. Il y avait le motif d'arrêt du travail. Il s'est passé quoi? Il y a Laetitia, tout à l'heure, Natacha disait arrêt du travail. Il y a eu quoi? Elle dit que c'est vraiment lié à la culture de la non-performance dans cette entreprise-là où elle travaille. Que du coup, il y a de l'ennui. Elle dit, alors elle m'a fait c'est hyper clair, elle m'a tout expliqué, les strates et tout ça, et ce qu'il aurait dû se passer dans l'intelligence parfaite, c'est-à-dire que si l'entreprise fonctionnait parfaitement, alors il devrait se passer ça, 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 et elle aurait un rôle alors hyper intéressant pour elle. Sauf qu'en fait, ce rôle-là, il est un peu mis de côté, et alors elle se sent, mais Ben oui, mais tu vois, tu décris bien là encore, tu vois, tu t'aides
tu te donnes les critères de ton diagnostic différentiel avec Addiction High. Tu vois, elle te dit, elle m'a décrit comment c'était l'intelligence parfaite. Donc là, on a bien ce qu'on a chez les tops, mais là, HPI, l'intelligence parfaite, la compréhension, et ça devrait fonctionner comme ça. Raisonnement, ce serait structuré, il y aurait des étapes, ce serait classé. Moi, j'aurais tel rôle, ce serait le rôle exact, intéressant. L'autre t'aurait dit, ah, c'est dommage parce que ce groupe, il fonctionne au ralenti. Et sinon, si on fonctionnait de façon parfaite, elle pourrait dire parfaite aussi, la personne addict high, elle dirait, à ce moment-là, waouh, serait fort, il y aurait du lien, il y aurait des rencontres, il y aurait de la production qui ferait que, waouh, on inventerait le monde, on créerait le monde, tu vois, ce serait dans une sensation comme ça corporelle. Elle te dit, comment ce serait le modèle parfait, puissant, efficace. C'est subtil. Elle est ingénieure. Hein. Dans ce que tu dis, tu vois, il y a des fois, j'entends la différence, mais je trouve que c'est très subtil. Je pourrais presque sentir qu'on n'est pas loin du high, là, tu vois, on n'est vraiment pas loin, quoi. Mais en effet, je vois la subtilité. Ok, on n'est pas loin du high, tu as raison, c'est pour ça qu'il faut le garder, que tu comprennes si ce n'est pas une addiction, mais là, on va se poser d'autres questions. Si ce n'est pas une addiction, il faut que tu comprennes que ce high que tu perçois, c'est un high de la tête. Alors que chez l'addict, ça va être un high dans le corps, dans la sensation. Et oui, Sandra, elle dit, les HPE peuvent vivre la sensation comme ça, la rechercher, bien sûr, mais on n'a pas les autres critères du HPE. À chaque fois, vos interventions, elles sont justes parce que on a des éléments d'autres tableaux. Oui, mais en même temps, on n'a pas tous ces éléments de l'autre tableau et c'est pas parce qu'il y a un élément ou deux qu'on en déduit que c'est ça. Ça fait penser, c'est super que vous fassiez des liens. Là, quand Lauriane, elle dit ça fait penser à l'addiction et addiction high, je valide. Je dis tu as raison de penser ça. Mais regarde, il y a une petite subtilité. Et en effet, la petite subtilité. Pardon Guillaume, juste un instant, est-ce que tu veux bien revenir sur Addiction High? Il y a Catherine Thomas qui demande ce que c'est. Oh, ok, high, ça veut dire élevé, high de l'anglais, high. D'accord, mais je ne peux pas faire à chaque fois high, ça fait trop sérieux ça. Donc je dis high, high. Et en effet, désolé Catherine. Bon, l'idée c'est de dire addiction high, j'ai classé 3 types d'addiction, high, sinusoïdale et médiale. Et dans le high, c'est cocaïne, héroïne, le crack, l'anorexie, c'est-à-dire des gens qui sont toujours dans la recherche de sensations fortes, comme Eric, qui n'est pas du tout high, qui est plutôt un bon vivant. Lui, c'est high et Finzerbe, il nous a dit, excellent. Et comme quoi on peut être brillant, Eric, et en même temps avoir de l'humour, tu le dis. Et donc, si c'était cette addiction toujours plus haut, toujours la recherche de l'élever, on l'aurait dans le sport, dans l'art, dans les activités. Est-ce qu'elle a ça, par exemple? On peut chercher ça. Est-ce qu'elle aime le saut à l'élastique? Est-ce qu'elle aime faire du ski où elle se met en danger? Est-ce qu'il y a ce risque-là qui est présent? Est-ce que quand elle fait du ski, c'est toujours plus haut, toujours plus risqué, toujours pas? C'est toujours mieux fait, toujours plus performant, toujours plus de risques et de sensations. C'est ça la différence. Parce que des gens pourraient me dire, oui, mais elle fait du saut à l'élastique, donc ça veut dire que c'est high. Non, il y a des gens qui font parce qu'ils ont voulu faire plaisir à leurs enfants et ils se disent, je ne ferai plus jamais ça. Bon, moi, je n'ai jamais fait le saut à l'élastique, même pour faire plaisir à mes enfants, mais j'ai fait le train de la mine dans Walt Disney, là, et ça m'a suffi. Pas Space Mountain, mais voilà, donc c'était suffisamment high pour moi. Donc, est-ce qu'elle a ça? Est-ce que dans le sport, les activités, est-ce qu'elle prend des produits? Est-ce qu'elle cherche des alcools forts, un degré élevé, qu'elle boit vite, parce qu'elle cherche cette sensation, cette brûlure? Non, il n'y a pas ça. Mais en effet, elle fait des sports en nature, mais c'est pas en effet la recherche de ça. C'est par contre, c'est vraiment la performance. On y va dans un temps précis, on fonce, on trace, go quoi. Mais en effet, c'est pas la subtilité, elle est là. C'est pas. Mais est-ce qu'elle apprécie par exemple le paysage
où l'important, c'est qu'elle escalade une montagne et elle veut juste le timing et elle pourrait escalader n'importe quelle autre montagne, ou elle escalade une montagne dans un timing parce qu'il y a la performance et elle veut en plus avoir bien escaladé cette montagne. Je suis pas sûre qu'elle apprécie le paysage, en fait. Ça me fait douter, du coup. Je suis pas sûre qu'elle apprécie le paysage, en fait. Il y a vraiment Et le elle parce peut qu'on pas se l'apprécier. balade. Elle peut pas l'apprécier avec le TOC, avec le profil TOC et le profil HPI. Elle peut pas apprécier le paysage en faisant c'est bon, c'est doux, je me pose. Hein. Quand je dis apprécier le paysage, ça veut dire le soleil est là, il s'est levé à l'est, il est à tant de degrés, ça c'est bien mis là, là on a des arbres, ça c'est un sapin, ça c'est ça apprécier. Hein. On n'est pas dans déguster, savourer, ça c'est pas le profil, ce serait quelqu'un d'autre. Ouais. Mais il y en a un, quel que soit le paysage, c'est pas sa question, il n'observera pas ça, il y aura que qu'est-ce que ça fait de le faire en 10 minutes, cette montée, cette randonnée ou cette paroi, et sentir la douleur du corps, le corps qui est poussé à l'extrême, le muscle et tout ça. C'est pas pareil que quelqu'un qui ferait du trek ou une rando avec un certain timing, une certaine difficulté, mais il a fait quelque chose de difficile. Sur la paroi en escalade, il y a des gens, ils vont faire C5, C6, ils vont faire une paroi, ils diront, ben, j'ai réussi à faire un peu plus, j'ai bien fait, j'ai bien pris mes prises, j'ai réussi à faire un mur d'escalade difficile. Il y en a d'autres, c'est pas le chiffre qui est important, c'est que parce que c'était du C5, C6, parce que c'est difficile, ils ont senti que le point d'appui du doigt, il était limite, il aurait pu lâcher d'un instant à l'autre et donc il serait mort, que l'appui des pieds, il poussait à mobiliser des muscles qui faisaient une souffrance physique, c'est ça. Ouais, non, c'est pas ça pour elle. Et puis après, on a… alors, je ne sais pas pourquoi, Pierre, tu dis son modèle, son père, car il avance, car il sait, il avance toujours et il sait où il va. J'ai pas suivi son père. C'est quoi son père? Oui, son père, quand elle parle de son père, elle dit que c'est son modèle, parce que son père, c'est tac, on y va, quoi. On fonce, on sait où on va, et que souvent, quand elle est perdue, alors elle fait appel à son père, et son père, en fait, c'est comme s'il la remet sur le droit chemin, et c'est bon. Mon père est intervenu, paf, c'est bon, je peux y aller. Ok, super. Donc ok. Donc le modèle, son père, la balise, cette balise externe et donc on entend parce que dans les HPI, HPE, il y a des éléments héréditaires qui sont là, génétiques héréditaires. On a des hypothèses surtout sur les HPI. Mais on a aussi peut-être chez le père un fonctionnement qui est un fonctionnement de type obsessionnel, hein, personnalité obsessionnelle ou de la performance ou de l'exigence. Peut-être c'était un père aussi très vif mentalement, peut-être un ingénieur, hein, quelque chose comme ça aussi. C'est un modèle aussi comme ça. Ou qui a des traits de personnalité obsessionnelle, donc avec une grande exigence des demandes, beaucoup de rigueur, beaucoup de valeur sur le élevé, sur voilà. Donc ça peut jouer. Et puis après, on a des questions sur, Patrice nous dit, dépression, recherche de sens à la vie, apprécier le risque suicidaire. Donc oui, si chaque fois qu'il y a des éléments dépressifs, donc là, on n'a pas un tableau majeur de dépression, mais on a des éléments qui sont moins bons, c'est l'arrêt. Il y a eu un arrêt du travail, mais c'est un arrêt parce que l'entreprise, elle n'est pas performante. C'est pas un arrêt parce que j'en peux plus, je suis épuisé. Donc, le signe, il va mieux. Les éléments dépressifs sont des éléments plus sur le versant maniaque. C'est plus l'agitation, la défense, la lutte contre la dépression que l'effondrement dépressif. Donc, on doit le questionner. Il a raison, Patrice. On doit questionner ça, mais a priori, il y a moins de risques là de passage à l'acte suicidaire dans ce qui est évoqué. Mais il faudrait, de toute façon, il faut l'évaluer. Et peut-être que si ça s'effondre un peu plus, oui, elle va rentrer davantage dans la dépression. Mais elle garde du lien, elle a un lien avec la famille, elle continue à investir le créatif, elle continue à venir en thérapie, elle voudrait que ça avance plus vite, elle a toujours une valeur d'elle élevée quand même, elle est la brebis de tête du troupeau, elle
elle est capable d'établir des liens avec des collègues, elle maintient du lien. Tout ça, c'est des bons signes par rapport à un risque d'effondrement dépressif. Donc, pour répondre à la piste de Patrice. Et donc, si on conclut, parce que je me rends compte que on a beau dire plein de choses, le temps passe très, très vite. Par rapport à l'accompagnement, ce que tu disais sur l'accompagnement, les prises en charge adéquates, si à ce moment-là, on se dit qu'on est avec quelqu'un qui est HPI, ça veut dire que le travail de psychothérapie est important, ce que tu fais, avec travailler sur l'anxiété, travailler sur les éléments d'estime de soi, image de soi, pour revenir à elle est brillante, elle est un lynx, mais il faut accepter que le lynx, à un moment, peut-être court un peu moins vite par moment, ou ait besoin de ralentir par moment, et qu'elle va développer la compétence d'un lynx sage. Est-ce que quand après, on ne peut plus courir aussi vite, se déplacer aussi vite, on peut développer des compétences de sagesse, c'est-à-dire des compétences de stratégie. Ça veut dire qu'elle utilise la réalité de sa vie, c'est-à-dire ce ralentissement qu'amène la vie, l'âge, etc., mais comme une occasion de développer, d'être plus performante en termes stratégie, en termes prévoir à l'avance ce qui va se passer, en termes être plus capable de réguler ses émotions. Donc, on peut l'aider à soit performante, mais aujourd'hui à un autre endroit, parce que le corps va lâcher peu à peu et le rythme aussi, voilà, sera plus le même. Donc ça, travailler, estime de soi, image de soi, tu es un lynx, tu es brillante, etc. Tu dois le reconnaître, maintenant tu le sais dans les tests. Ça veut dire aussi que tu as des caractéristiques cognitives, émotionnelles, sensorielles particulières. Et les endroits où tu es brillante, c'est super. Mais sache qu'il y a d'autres endroits où tu es moins efficiente, c'est-à-dire la sensation, l'émotion. Et ça, on va le travailler. Donc, on va travailler aussi l'émotionnel. On va travailler la gestion du stress et l'anxiété. Comment vous travaillez ça avec tous les outils que vous avez, hein. Ça peut être Mosaïque, ça peut être du Tipeee, de l'EFT, il y a une multitude de l'hypnose, des techniques de thérapie brève, etc. Ça, c'est un premier point. Il y a la nécessité de maintenir des relations sociales. Il y a la nécessité de réinvestir le professionnel. Parce qu'elle ne peut pas rester comme ça en maladie et tout le temps en colère, comme un adolescent qui dirait c'est pas bon et qui se replie. Ça, c'est pas intéressant, il faut qu'elle revienne. Il y a la nécessité de faire de la psychoéducation sur qu'est-ce que HPI, qu'est-ce que sont les TOC. Et donc, si on ouvre la boîte des TOC, ça veut dire que puisqu'elle est tête, pour pas être dans émotion, sensation, à un moment, il faudra qu'on puisse l'aider à aller progressivement vers émotion, sensation. Mais ça devra se faire progressivement. Et par quelle voie? Par l'art, puisqu'elle l'investit, peut-être par le sport et par l'intellect. On peut aller au corps par l'art, par le sport, par l'intellect, et on pourrait travailler là-dessus pour la ramener dans le corps, et le corps n'est pas dangereux. Donc là, ce serait tout le travail avec les TOC. Ça serait intéressant. Tout le travail de ces obsessions. Et donc, pour les TOC, les thérapies cognitivo-comportementales, c'est une bonne piste. Mais aussi, Mosaïque, on peut vraiment utiliser Mosaïque et c'est intéressant. Et sur la question du setting, faire quelque chose de ralenti, plus lent, non, tu continues. Par contre, on va vite, toujours plus, on avance, non, on avance. On avance rapidement, on avance efficacement. C'est pour ça que vous allez prendre des notes, vous allez classer, vous allez chiffrer. Par contre, je vous demande un truc, c'est-à-dire que vos prises de notes avec Astérix, on tourne la feuille, on va de l'autre côté, Astérix, stop. Vous allez faire prise de notes, mais maintenant prise de notes, papier quadrillé, et vous structurez la prise de notes, type tableau Excel. Pourquoi je fais ça? Parce qu'elle va structurer, ce sera efficace, mais elle ne va pas être dans l'hyper-agitation. Elle va être obligée de ralentir et elle se rendra compte que ralentir, c'est aussi un outil d'efficacité. Ralentir, ce n'est pas que le 12/20.
Ralentir, c'est aussi ce qui permet de passer de 17 à 19, 98, à remonter. Et il y a vraiment à développer avec elle des stratégies d'adaptation par rapport à un monde qui est trop lent. Pas des stratégies d'adaptation par rapport aux relations aux autres, elles fonctionnent bien, mais par rapport à un monde un peu trop lent. Et ce qui serait super, c'est qu'elle fréquente aussi des groupes d'HPI, parce qu'il y a des groupes de soutien où on peut avoir des conseils, ou qu'elle aille lire, ou que, et toi, tu puisses travailler là-dessus avec elle. La nature, l'art, puisqu'elle en parle, le sport, c'est d'excellentes médiations. Et tu as raison de venir faire chez Way Outside éco-psychothérapie. Non, mais tu as raison de faire ça prochainement, là, au mois de juin, parce que, en effet, c'est une bonne voie pour elle. Donc, j'irai dès aujourd'hui, tu vois, je lui proposerai, je ne sais pas, oui, par rapport à où tu es, ta région et tout ça, peut-être que j'irai avec elle me promener dans la petite église du Haut, tu sais, où il y a l'eau, là, de la fontaine, que j'interrogerai l'histoire de cette jeune femme et de son papa et de tout ça, que j'irai voir les tableaux dans cette église qui sont assez fascinants, que je l'emmènerai dans la petite librairie juste à côté gauche de l'église parce qu'il y a plein de livres qui sont très beaux, et que je l'emmènerai faire une petite balade dans les environs parce qu'il y a une balade jolie à faire avec des belles lumières, avec des belles feuilles, avec des beaux bourgeons en ce moment, et qu'on travaillerait son sujet, mais en étant dans la nature, ce qui amènerait à trouver des choses belles dans la nature, des petits glands, des feuilles, des cailloux, etc. Et que trouvant ça, elle les récupère, elle les ramène à la maison. Et quand elle les ramène à la maison, elle fabrique quelque chose qui illustre peut-être ce qu'elle vit dans son cœur, peut-être comment ça se passe dans sa tête. Et tu l'amènerais à donner, à passer par le corps, donc par une médiation qui est quand même corporelle, mais pas la danse ou des choses comme ça. Elle utilise son corps, mais au service d'une œuvre d'art, et tu vas chercher ça dans la vie quotidienne, donc dans la nature. Et ça, je développerai plusieurs séances avec elle comme ça. Je ferai souvent des séances en extérieur. Après, vous pouvez aller manger au petit restaurant hein, d'en bas, il est sympa. Ça donne des... Non? Super. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres pistes Lauriane Fabienté dit que tu peux la contacter. Fabienté, c'est dans le chat. Hein. Tu peux la contacter. Donc, il suffit qu'elle donne son adresse, peut-être email ou son numéro, et puis comme ça, parce qu'elle a plein de pistes pour cette patiente qui est très en résonance. Merci Voilà. Fabienne. Donc, elle va noter ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que… Voilà, dans le chat, là, tu as son adresse email. Elle n'a pas voulu nous donner son numéro de téléphone, elle avait peur qu'on la harcèle, Fabienne. Est-ce que vous avez d'autres partages, d'autres questions avant qu'on ponctue? C'est un beau cas clinique, Lauriane. C'est chouette d'amener ça. Il y a souvent, et c'est vrai que moi, c'est un sujet que j'aborde peu en psychobateau et je trouve ça fascinant comme profil, mais qu'on l'aborde peu et ça permettait de refaire une piqûre de rappel, de revenir là-dessus, et puis surtout parce qu'il y a le diagnostic, il y a ces idées de diagnostic différentiel et ça a montré vraiment, je pense que la question que tu avais sur les addictions, d'autres collègues l'ont aussi, on pu se dire, oui, mais alors comment on différencie ça? Et en fin de compte, la distinction, elle est fine. En effet, elle est fine, mais je pense que ça t'a donné des pistes sur voir qu'on est proche, mais qu'il y a des endroits où c'est pas exactement la même chose. Ouais, exact. Et ça me parle pour d'autres situations où des fois, je me dis, où on est, et des fois, c'est vraiment dans la finesse. Donc, c'est pas facile. Et en même temps, c'est ce qui amène à les creuser. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Merci pour ce cas pas facile, Lauriane. Merci à vous pour ces retours et ces questions.
Et puis nos collègues pourront le revoir parce que ta présentation clinique aussi, elle était intéressante, elle était très synthétique, elle était sobre, mais on avait tous les éléments. Voilà. Et pour une fois, tu vois, j'ai tout, mon schéma, il est propre, Moi, j'ai fait un petit gribouillis parce qu'à un moment, alors attendez, on est là, j'ai fait un petit gribouillis au niveau du centre, mais sinon, c'est bien structuré. C'était propre, j'ai fait un index de computation. Voilà, on voit bien que sensation, c'est pas là chez elle et qu'il y a très peu d'émotions. On a dans les pensées la pensée en arborescence, hyper-efficience. On a les comportements, c'est pour l'efficacité. On voit que c'est surtout les niveaux du dessus qui sont importants, c'est-à-dire les valeurs et la mission, le sens de la vie. Il y a un vrai travail, j'ai oublié de le dire, mais il y a un vrai travail avec elle sur le sens de la vie. Quel est le sens? Donc là, tout ce qui pourrait être du côté des thérapies existentielles et des thérapies qui ouvrent vers le haut, c'est… Voilà. Et on avait le diagnostic différentiel, j'avais fait en eux. Puis le gribouillis, parce qu'à un moment, je me suis un peu ennuyé. Alors j'ai dit, bon, quand même, elle va pas assez vite, cette Lauriane. Je vais y travailler. Elle traîne trop. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup à vous. À très bientôt pour une prochaine séance